Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo du chapitre 7 où dans ce chapitre qui va être un petit peu long, on va s'intéresser à un catalogue des patrons de conception qui sont intéressants dans les travaux de conception objet qu'on est en train de mener dans ce cours. Il faut vraiment pas voir les patrons de conception comme des éléments qu'on va apprendre par cœur. L'objectif c'est de les connaître, de les avoir parcourus, d'être passé à travers et puis d'être capable de s'y référer quand on en a besoin. La vidéo sera chapitrée pour vous permettre de passer d'un élément à l'autre. Vous pouvez le faire dans la description en dessous. Et c'est vraiment important que vous gardiez ça en tête. On n'est pas là pour apprendre par cœur les patrons, mais vraiment pour comprendre les situations dans lesquelles ils s'appliquent et puis voir comment on fait pour les appliquer. On va s'intéresser aujourd'hui dans cette vidéo aux patrons créationnels, donc à ceux qui reposent sur la création d'objets. Le premier patron qu'on va voir, c'est la notion de prototype. Alors, à quelle situation répond le patron prototype? Eh bien, son objectif, c'est d'arriver à fabriquer un objet qui soit en fait un exemple d'instanciation. Donc, qui soit un objet exemple, et que cet exemple, on puisse le copier pour fabriquer les nouveaux objets. Plutôt que de faire une création d'objets vides à chaque fois et puis de configurer chacun des objets, on va fabriquer un objet représentatif et ensuite le cloner pour customiser chacun des prototypes différents. Et la situation dans laquelle c'est intéressant de faire ça, c'est quand on est rendu dans des objets, avec des objets où la création est coûteuse, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de ressources ou beaucoup de temps de fabriquer ces objets-là, mais par contre les copier, c'est assez immédiat. La référence et la métaphore, entre guillemets, c'est vraiment l'idée d'une cellule. Il faut vous rappeler vos cours de biologie. On a une cellule initiale et puis on va en fabriquer des clones. Donc on va obtenir une copie de la cellule, on va obtenir une copie de l'objet, un nouvel objet qui est le reflet exact de l'objet à partir duquel on l'a cloné, à partir de son prototype. Donc comment on va le faire? Eh bien, notre objectif, c'est vraiment de se passer du new, de ne plus utiliser new sauf pour fabriquer le premier objet, et après d'utiliser uniquement une opération qu'on va appeler une opération de clonage. Et en fait, c'est un peu comme si, à la construction, on allait coopter une instance. On va dire, ouais, cette instance, elle est bien, elle nous a coûté cher à fabriquer, mais on en est content, et donc on va pouvoir la réutiliser, lui faire confiance pour en fabriquer d'autres à partir de cette instance représentative. On va utiliser un diagramme de séquence pour représenter ce comportement, parce que le diagramme de classe est relativement facile. On a en fait la possibilité de créer notre prototype, donc cet objet qu'on va être capable de cloner. Il a un constructeur qui permet de fabriquer le premier objet, celui qui coûte potentiellement cher. Et puis on a la possibilité ensuite de cloner, donc à partir d'une instance de la classe, de l'instance représentative, de fabriquer assez facilement donc le clone. D'un point de vue comportemental, comment ça se passe? Eh bien, notre système, il va fabriquer pour la première fois le prototype, donc l'objet P1, qui est l'objet représentatif. Ça coûte potentiellement cher, donc c'est pour ça qu'il y a des pointillés, parce que c'est potentiellement une opération complexe, hein, sinon on ne serait pas rendu à faire un prototype. Et puis ensuite, on va pouvoir faire des choses avec cet objet, le configurer, lui envoyer des messages, en tout cas c'est un objet comme un autre. Et quand on va vouloir obtenir une nouvelle instance de cette classe, eh bien, plutôt que de faire un new P2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au premier objet de se cloner. Quand il va se cloner, eh bien, il va se fabriquer en se passant en paramètres du nouveau prototype, et puis ensuite, on va obtenir ça. Et le point important ici, c'est vraiment que la construction est coûteuse, mais la copie est rapide. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple dans le code. Là, c'est un exemple complètement classique avec des new, dans lequel on a des étudiants qui s'inscrivent à des cours. Donc, j'ai un ensemble d'étudiants. Mon premier étudiant s'appelle Bob. Il s'est enregistré à 5151, 5153 et OPT 6000. Ensuite, j'ai Alice. Alice s'est inscrite à 5151, 5153 et OPT 3000. Et puis ensuite, j'ai Eve qui s'est inscrite à 5151, 5153 et OPT 8000. Là, ce qu'on a, c'est qu'on imagine que l'enregistrement dans un cours, ça nécessite de vérifier que le sigle existe, qu'il est bien rattaché à un programme, et tout ce genre de choses qui vont potentiellement demander à se connecter à une base de données, accéder à un système distant, comme par exemple le système du registrariat. Donc on se rend bien compte que tous ces appels-là, fabriquer tout ça, ça va être compliqué. Ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo en pause et d'essayer de proposer
comment on pourrait instancier Bob, Alice et Eve en utilisant non pas le new classique, mais un système de clonage. Eh bien, la proposition par clonage, elle est sur la droite de la diapositive. En fait, qu'est-ce qui est représentatif pour nous? Ça serait de fabriquer un objet qui est inscrit à 51-51 et 51-53. Parce que vérifier que les sigles existent et font partie du bac, ça, je peux le faire. J'ai pas besoin de le faire 3 fois. Donc, je pourrais faire ça au niveau d'une première instance. Bon, là, il s'avère que ça va être Bob parce que c'est le premier qu'on est en train de construire. Et on va donc dire que Bob est notre instance représentative. Bob, c'est notre objet type. Donc, c'est mon prototype pour fabriquer les autres étudiants. Et je vais l'enregistrer à 51-51, puis l'enregistrer à 51-53. Et ensuite, pour fabriquer Alice, ben, je vais simplement dire c'est un clone de Bob. Je duplique Bob. Et Eve, pareil, je vais la fabriquer comme étant un clone de Bob. Et ensuite, je vais pouvoir faire ce qui est spécifique à chacun de mes objets. Donc là, j'ai fabriqué Bob comme instance représentative. Je l'ai cloné une première fois pour fabriquer Alice. Je l'ai cloné une deuxième fois pour fabriquer Eve. Et maintenant, je m'enregistre à OPT 6000 pour Bob. J'enregistre Alice à OPT 3000. Et j'enregistre Eve à OPT 8000. Donc vous voyez, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui était là-dedans représentatif de toutes mes instances, c'est d'être inscrit à 51-51, 51-53. J'ai mis ça dans un objet qui est l'objet type, c'est-à-dire que pour tous les étudiants que je suis en train de construire, ils ont ça qui est vrai pour eux, donc je vais le faire une fois pour toutes, et après je vais simplement cloner. À l'exécution, si on utilise ça, eh bien ce que vous voyez, c'est que si on fait une instantiation classique, à chaque fois qu'on enregistre un étudiant dans un cours, eh bien ça se connecte à une base de données, ça valide, ça enregistre et ça déconnecte. Et donc tout ça, ça amène que pour traiter mon premier code, ça prend à peu près 5 secondes de faire l'exécution. Maintenant, si j'utilise du clonage, quand je vais enregistrer Bob à 51-51, j'ai ça qui est déclenché. Pareil pour 51-53. Mais au niveau du clonage, on a dit que la copie était rapide. Et dans ce cadre-là, moi, l'hypothèse que je fais, c'est que je valide que les sigles courts existent déjà et sont déjà dans des cours du bac. Donc, j'ai pas besoin d'aller revérifier ça. Donc, le clonage ne va pas se reconnecter à la base de données, par exemple. Et donc, ça va nous éviter de faire ça 4 fois de plus, en fait. Ce qui fait que le traitement dans ce cadre-là est de 3 secondes et plus de 2 secondes. Et à la fin, on obtient bien exactement les mêmes étudiants. Donc le fait d'avoir basculé dans un mode par clonage nous a là très clairement fait gagner du temps, parce qu'à chaque fois qu'on allait modifier les objets, eh bien ces objets, ils étaient impactés et ils ralentissaient le système. Les conséquences immédiates de l'utilisation d'un prototype, c'est qu'on peut arriver à factoriser tout ce qui est coûteux dans le prototype. Et c'est vraiment ça l'essence même de ce patron, c'est de fabriquer quelque chose de représentatif. Donc dans notre cas, bah, c'était d'être inscrit à 51-51 et 51-53. Et une fois qu'on avait ces inscriptions-là qui étaient faites, bah, maintenant on pouvait cloner, fabriquer très facilement plein d'autres étudiants qui avaient aussi ces propriétés-là. Comme d'habitude, un patron de conception vient avec des avantages mais aussi des inconvénients. L'inconvénient immédiat, et c'est quelque chose que vous devez commencer à intuiter depuis que je vous parle de ce que je présente ce patron-là, c'est que le clonage, c'est un problème de copie de données, et on a vu dans les chapitres précédents, avec l'encapsulation et la fuite de données, que, eh bien, copier des données c'est compliqué. Est-ce que c'est un clonage superficiel? Est-ce que c'est un clonage en profondeur? Auquel cas, est-ce que le clonage va être vraiment si peu coûteux que ça, si on doit cloner l'objet, mais aussi tous les objets qu'il contient? Et en plus de ça, il y a aussi quelque chose qui est là plus de l'ordre de l'état d'esprit du développeur. C'est comme on est habitué à faire des new, et que classiquement dans les langages à objets à base de classe, eh bien la notion de new est assez naturelle en fait, on en fait depuis qu'on a appris à programmer dedans. On a du mal à basculer dans un mode de pensée de justement, non, on cherche à fabriquer un objet et puis cloner cet objet pour le réutiliser. Donc, il faut arriver à changer d'état d'esprit quand on est confronté à ce genre de situation pour dire non, ça sert à rien de faire des news à tout bout de champ en fait. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce côté représentatif. Et une fois que je l'ai fait, eh bien, j'ai plus qu'à le copier. Où est-ce qu'on peut rencontrer ce patron dans la vraie vie? Bah déjà, c'est donc il y a c'est le modèle objet de pas mal de langages qui n'ont pas forcément la notion de classe. JavaScript, Maple, Object Lisp, R. Tous ces langages-là fonctionnent avec des objets et possèdent la notion de copie d'objets pour fabriquer des choses, et en tout cas de prototypes. Et puis c'est aussi, bah, typiquement dans Java, quand vous donnez l'interface, quand vous implémentez clonable, ça rend votre objet copiable, et donc ça vous permet d'obtenir une approche par prototype.
Le second patron qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo, donc dans l'ensemble des patrons créationnels, est ce qu'on appelle le builder. Et l'objectif du builder, c'est d'arriver à fabriquer un objet complexe par assemblage. C'est-à-dire de ne pas forcément se poser la question de comment sont faites chacune des parties de l'objet complexe. On veut juste piloter le processus de création en assemblant plein de petites parties différentes. On va prendre un exemple. Là, l'exemple dans notre cas, ça sera de fabriquer un plateau repas. Donc de fabriquer un... Vous allez dans un fast-food et puis vous voulez récupérer des choses. En tant que client, ce que vous allez dire, c'est, ben, écoute, moi je veux un menu enfant, dans ce cadre-là. Donc la caisse va récupérer votre commande et puis va envoyer ça à la cuisine. Et dans la cuisine, ce qui va se passer, c'est qu'on va assembler votre hamburger, on va assembler votre boisson, on va assembler le dessert, on va rajouter le jouet dedans, parce que c'est un menu enfant, et puis on va récupérer la commande une fois qu'elle est terminée. Donc le client pourra aller récupérer son plateau quand tous les éléments auront été assemblés dessus. Donc vous voyez, il y a ce découplage entre, en tant que client, j'ai demandé à ce qu'on me fabrique un objet complexe, c'est le menu enfant, puis ensuite le caissier va envoyer une commande qui fabrique plein de petits objets, plein de petits éléments qui représentent le menu enfant, et ensuite on va pouvoir aller récupérer cet objet quand il est terminé d'être construit. L'intention qu'il y a derrière, c'est vraiment d'isoler la construction de l'objet de sa représentation, c'est-à-dire qu'on va créer un élément et dire là je suis dans la phase de construction, j'ai un objet qui n'est pas encore utilisable, j'ai plein de petites parties et puis je vais aller configurer chacune des parties. Et une fois que cette construction est terminée, je peux récupérer ma commande, je peux récupérer l'objet que je viens de configurer pour construction. Ça nous permet de contrôler le procédé de construction parce que selon les ordres qu'on va envoyer pour assembler les parties complexes, les petites parties, pardon, eh bien, on va pouvoir mettre des choses différentes dedans. Il y a des gens qui veulent du Coke, il y a des gens qui préfèrent du Pepsi, et bien ça, je vais pouvoir le faire dans mon procédé de construction. Et ça nous permet au besoin de changer la représentation interne, parce que le client, quand il a demandé un menu enfant, il n'avait pas vraiment besoin de savoir tous les détails de comment c'était fait. Comment ce patron se représente? Eh bien, c'est un patron qui repose sur 4 abstractions. La première abstraction, c'est le produit qu'on est en train de fabriquer. Ok, donc typiquement, dans le cas précédent, le menu enfant, mais on va le voir dans l'exemple suivant, par exemple la notion de message. Ok, je suis en train de fabriquer des messages, que ce soit des messages texte ou des messages courriels. Et on va rentrer notre pilote de construction, donc notre directeur, notre chef d'orchestre, qui est lui qui va orchestrer comment on va pouvoir fabriquer chacune des parties. Et ensuite, on va avoir une interface de réalisation, et cette interface de réalisation, elle va avoir un ensemble de méthodes qui permettent de fabriquer chacune des parties. On serait en train de fabriquer un avion, ça serait fabrique les ailes, fabrique le moteur, fabrique les sièges, fabrique la cabine de pilotage. Et puis, cette interface-là, elle va être réalisée de manière différente selon qu'on construit un 777 ou selon qu'on construit un Boeing de je ne sais pas quel sigle. Ramener à notre menu précédent, c'est pareil, hein, ça serait comment on construit un menu enfant, comment on construit un menu adulte, un menu régulier, et bien ça serait un autre builder qui assemblerait un autre type de sandwich, un autre type de boisson, et ainsi de suite. Comment on l'utilise? Donc l'utilisation, on va à nouveau utiliser un diagramme de séquence pour représenter comment les objets s'envoient des messages. Le directeur va recevoir l'ordre de construire l'objet en question, et donc il va demander au builder qui l'utilise, construis la première partie, et c'est ce builder qui va fabriquer la partie du produit concerné, puis construit la deuxième partie, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a construit toutes les parties, eh bien on va pouvoir demander au builder, bon maintenant que tu as fait tous les bouts indépendants, donne-moi le produit final. Et donc ce produit final est là instancié. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on fabrique le produit en question et qu'on va le renvoyer. Pour vous donner un exemple, on va utiliser ici un exemple dans lequel on s'intéresse à faire un système de notification. Donc, j'ai des clients, et puis ces clients, ils ont en fait ils sont abonnés à mon système de notification, et je vais pouvoir utiliser des campagnes. Puis ces campagnes, c'est ce qui va me permettre d'envoyer de l'information à mes clients. C'est comme une newsletter, imaginez. Donc, mon système de notification, ça va être mon chef d'orchestre, mon directeur de construction.
Et ensuite, ce qu'on va avoir, c'est la possibilité de faire des campagnes par SMS, donc message texte, ou de faire des campagnes par courriel, donc en utilisant la classe email. Donc dans ce cadre-là, le produit, ce que je veux fabriquer, c'est un message. Et ce message, eh bien, il a une abstraction qui est le fait d'être envoyé. Ok? Un email, donc un courriel, comme un SMS, ça n'a pas forcément la même interface. Dans notre cadre, ça n'a pas forcément les mêmes, c'est pas les mêmes objets en fait. Dans les deux cas, c'est des messages, donc ça sait s'envoyer. Mais par exemple, un courriel, je peux l'envoyer à plusieurs destinataires, alors qu'un message texte, en vrai, je peux l'envoyer qu'à un seul destinataire. Donc ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir notre campagne, elle va piloter la construction de messages. Et notre construction de messages, eh bien, on va lui ajouter des destinataires, on va lui ajouter un contenu de message, et puis une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir, donc ça c'est construire chacune des parties de notre élément, construire vers qui ça va et quel texte on met dedans. Et puis une fois que c'est fini, on va pouvoir assembler ça pour fabriquer l'ensemble des messages qu'on veut obtenir à la fin. Notre constructeur de courriel, il contient add recipient et add content, et puis assemble. Pareil pour notre constructeur de message texte, parce que c'est exactement la même réalisation d'interface, ils rendent le même service, sauf que le constructeur de courriel fabrique des courriels, et le constructeur de message texte fabrique des messages textes. Comment ça se code? Eh bien, mon SMS Builder, par exemple, donc lui qui va implémenter la construction de messages pour les messages textes, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va stocker en fait l'ensemble des destinataires qu'on lui donne. Donc, quand on lui dit je veux ajouter ça pour tel destinataire de ma campagne d'information, eh bien, il va le rajouter dans cette liste de destinataires. Il va contenir cette information-là. Il va accumuler les informations dont on aura besoin pour construire. Et puis, à la fin, quand on va lui demander d'assembler, eh bien, l'assemblage, ce qu'il va faire, c'est prendre chacun des destinataires qu'il a accumuler et fabriquer le message qui lui correspond. Donc vous voyez, on a découplé la configuration du système de la création concrète des produits qu'on voulait obtenir. Les conséquences, c'est qu'on a défini de manière abstraite notre processus de construction. On a défini bien qu'on pouvait construire les destinataires, puis construire le message. On peut donc réutiliser ce processus, mais en fonction du builder qu'on va utiliser, eh bien, on va fabriquer des produits différents. Dans un cas, un courriel, dans l'autre cas, une liste de messages texte. Ça repose sur le polymorphisme et sur les types runtime, parce qu'on va envoyer les messages aux objets, builder, et puis c'est le builder qui va lui prendre la décision, c'est lui qui porte l'information, la connaissance, c'est lui qui a la responsabilité de créer les bonnes parties du produit. Et du point de vue du client, c'est découplé. C'est-à-dire que le client, il a juste dit, fabrique-moi une campagne d'information, et c'est le chef d'orchestre qui va lui prendre la décision d'utiliser tel builder pour fabriquer telle et telle et telle chose. Le builder, c'est un patron que vous avez déjà rencontré, en fait. Vous l'avez rencontré typiquement dans l'API Java. À chaque fois que vous avez utilisé un string builder, par exemple, ou un string buffer, eh bien, vous étiez en train d'utiliser ce patron-là. Vous avez créé un string buffer, par exemple, et puis vous avez fait des append dedans pour rajouter de l'information, et puis à la fin, vous avez fait un toString pour obtenir la vraie chaîne de caractères. C'est aussi très utilisé dès qu'on a ce qu'on appelle des Fluent API. Mockito, qui est un cadriciel qui permet de faire du test, le propose. Tout ce qui est Entity Builder, on trouve ça dans Spring, on trouve ça dans .NET. Eh bien, tout ça, ça repose sur le fait qu'on a un objet dans lequel on va enchaîner les appels de méthode pour le configurer petit à petit. Et une fois qu'on a fini de le configurer, on va le finaliser pour obtenir vraiment l'objet qui nous intéressait. Puis on le retrouve aussi dans la notion d'interface graphique quand on est en train de faire de l'assemblage de composants, par exemple. C'est classiquement une situation où en fait on repose sur le patron builder. On va maintenant s'intéresser à notre avant-dernier patron de conception créationnelle, la factory, donc la fabrique. Ce patron-là, il est intéressant parce qu'il est souvent mal utilisé. Il est souvent utilisé, en fait, ça revient à faire des nœuds, la manière dont il est utilisé. Donc, on va essayer de déconstruire aussi les mauvaises utilisations qui peuvent arriver quand on essaye d'introduire une fabrique dans notre code. Le problème typique auquel s'adresse une fabrique, c'est de masquer la complexité.
quand vous avez potentiellement des quadriciels ou des systèmes qui sont très complexes, eh bien, on cherche à faire en sorte de travailler uniquement sur les interfaces, sur les abstractions. C'est ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, hein, qu'on essayait de bien définir des abstractions de haut niveau qui définissent les types. Et puis en fait, les classes concrètes, on s'en fiche un peu de savoir quel est vraiment l'objet concret. Nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir le bon type pour savoir quel message on pouvait envoyer à l'objet. Et donc les fabriques vont vraiment pousser ça à l'extrême. Si on a plein d'objets complexes qu'il faut être capable de créer, et qu'on a plein de manières différentes de vraiment les instancier, on va déléguer toute cette responsabilité, ces problèmes de construction qui sont potentiellement complexes, on va mettre ça dans une fabrique. Et ça va nous permettre donc typiquement de, par exemple, configurer des objets qui sont complexes. La vraie situation dans laquelle on a besoin d'une fabrique, puisque tout ce que je viens de dire c'est un peu vrai tout le temps, c'est quand on ne sait pas ce qu'il faut construire a priori. Quand on n'a pas la possibilité dans le code de dire ok là je vais toujours construire une instance de telle classe. Mais que ça peut changer par un fichier de configuration, par un contexte, à l'exécution on est dans un mode dégradé donc on va plus fabriquer des objets tels qu'on les aurait fabriqués si on n'était pas dans un mode dégradé par exemple. Tous ces éléments là eh bien, sont intrinsèques au patron fabrique. On cherche vraiment à fabriquer ces objets en centralisant la création à un endroit donné. Et cette fabrication est complexe. On va prendre un exemple, parce que là, ce que je viens de dire, c'était un peu abstrait, même très abstrait. On va considérer un système de journalisation. Vous le savez, on n'écrit pas, on fait pas de system.out.println dans du code, parce que ça c'est crado et puis qu'en plus c'est vraiment ça vient polluer la logique d'affaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on met un journal, donc on utilise un logger, et puis ce logger, on va lui dire, ben, tiens, je t'envoie un message pour dire que ça c'est un message d'information, que c'est un message de debug, ou ainsi de suite. Et notre logger, il est typiquement configurable depuis l'extérieur. Je vais pouvoir utiliser un fichier de configuration quand je bascule le logiciel en production pour dire, ben, en fait, tu effaces tous les logs, il ne faut pas que ça se voit. Enfin, tu effaces toutes les informations de debug, par exemple. Et puis à l'inverse, quand je suis en production, je vais pouvoir mettre un autre fichier de configuration pour dire, non, non, il faut que tu m'affiches tout. Ou à l'inverse, on peut aussi avoir des logs qui sont locaux, où on écrit dans un fichier sur la machine du développeur, mais on a aussi, quand on fait du debug sur des systèmes distribués, eh bien, il faut que nos logs ils soient centralisés, donc ils sont à travers le réseau. On ne va pas écrire sur le nœud où est exécuté le système distribué, mais on va écrire ça dans un journal commun pour savoir avoir une vision commune de tout ce qui s'est passé à l'échelle de l'application répartie complète. Puis en plus de ça, nos journaux, on peut journaliser au format JSON, au format XML, au format texte, dans un format binaire, whatever. Donc tout ça, on se rend bien compte que la configuration est importante, mais dans notre code, nous, c'est pas à nous d'anticiper tout ça. Nous, on va juste vouloir dire, donne-moi un logger. Et puis ce logger, je lui envoie un message d'information. Et c'est à l'exécution que ça va être un message d'information local en JSON ou distant en XML. C'est ce qui est écrit dans la diapo par on peut vouloir changer d'avis. On peut vouloir reconfigurer ça sans avoir à recompiler le code. Puis là, on a aussi plusieurs fournisseurs de logs. On peut utiliser Log4j, on peut utiliser SLF4j, on peut utiliser util.logger. Il y a plein de manières différentes de faire. Donc vous voyez, là, si je suis obligé dans mon code de faire moi-même les bons new, eh bien c'est à moi de gérer toute cette complexité tout le temps. Dès que je veux faire du log, dès que je veux créer une trace quelque part, il faut que je me repose toutes ces questions. Donc l'idée de mettre dans une fabrique en disant ah non, c'est la fabrique qui va prendre en compte le fait de me donner un logger, et puis après moi je vais juste faire que l'utiliser, c'est une bonne décomposition fonctionnelle objet. Ça n'est pas ma responsabilité de toujours me poser toutes ces questions-là, c'est une responsabilité que je vais donner à un objet que j'invente à ce moment-là, invention pure de Grasp, qui est une fabrique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait dans cette fabrique définir l'interface de création d'un objet, de quoi on a besoin pour fabriquer un objet. Et chacune des sous-classes de la fabrique va, elle, fabriquer les bons éléments. Donc, c'est toujours dans l'idée de délégation. Moi, je ne sais pas fabriquer les objets. Je demande à quelqu'un qui sait les fabriquer pour moi. On va regarder ce que ça donne d'un point de vue UML. On va avoir donc le point qui est crucial dans la notion de fabrique, c'est on fabrique des produits. Donc, on a bien cette notion de produit qui sait faire des trucs. Et les produits peuvent être, par exemple, un logger en XML ou un logger en JSON. Okay, donc dans les deux cas, ça c'est loguer des trucs, mais c'est bien deux instances différentes, deux classes différentes, pardon, deux types différents qui rendent ce service-là. Notre fabrique, elle, ce qu'elle va avoir, c'est eh bien, cette méthode de construction qui donne la capacité de fabriquer un objet, mais selon que j'utilise la fabrique 1, eh bien, je vais produire des objets 1, et si j'utilise la fabrique 2, je vais produire des objets 2. Mais de l'extérieur, je suis toujours uniforme et homogène. Je demande à une fabrique de me donner un objet, et c'est la fabrique
qui prend la décision en fonction du type concret qui est utilisé de fabriquer le bon type de produit. On va voir ça sur un diagramme de séquence, ça va être plus facile à représenter. On a notre système là, et puis on a différentes fabriques à disposition. Par exemple, j'ai une fabrique pour faire du log en XML et une fabrique pour faire du log en JSON. Je vais configurer mon système, par exemple, en lisant un fichier de configuration qui dit « Ok, mon client, il a demandé à ce qu'on fasse du log en JSON. » Donc, je vais utiliser la factory qui fait ça. Et dans le système, quand je vais m'exécuter, eh bien, je vais demander à la factory de construire un objet. Et cette factory, comme c'est une fabrique de log en JSON, elle va me fabriquer, m'obtenir un objet qui sait faire du log en JSON. Donc maintenant, quand je vais envoyer des do something, eh bien, je ferai du logging en JSON. Puis plus tard, je vais par exemple avoir un rechargement de mon fichier de configuration, et là on va dire non, maintenant c'est plus du log en JSON, c'est du message texte distant qu'il faut utiliser. Mais ça, en fait, la seule chose que ça prend maintenant dans le système, c'est de changer la fabrique qui va nous donner les objets de log. Parce que là, je vais simplement dire, bah, très bien, maintenant on utilise une nouvelle fabrique, la fabrique F2, et d'un point de vue du code, vous voyez que l'interface est homogène, je fais toujours un run, qui fait toujours un build, sauf que là, bah, ce que fait la deuxième fabrique, c'est qu'elle fabrique plus des instances de Concrete Product 1, elle fabrique des instances de Concrete Product 2. Mais c'est tout. Et ce que j'ai gagné avec ça, c'est que ça n'est plus ma responsabilité là en tant que système de savoir très précisément quel objet il faut que j'instancie. J'ai un contexte d'exécution qui potentiellement va pouvoir changer. Au début, on utilise la fabrique 1, puis ensuite on utilise la fabrique 2, et moi je demande, donne-moi un objet, donne-moi un objet, donne-moi un objet, et c'est cette fabrique qui prend toutes les décisions compliquées que j'avais potentiellement avant. En termes de code, et c'est là où c'est important de bien garder ça en tête, on imagine qu'on a une interface forme géométrique, et puis on a un rectangle, un carré, et puis un cercle. Très souvent, ce que vous allez voir, c'est des mauvaises utilisations de la fabrique. Vous allez voir qu'en fait, on a une shape factory qui fabrique des éléments avec un getShape qui prend en paramètre le nom de l'objet que vous voulez créer. Donc si j'ai passé circle, je fabrique un cercle. Si j'ai passé rectangle, je fabrique un rectangle. Et si j'ai passé square, je fabrique un carré. En fait, là, on se rend compte que ça, c'est pas du tout une bonne fabrique. Parce que cette fabrique, c'est juste qu'on n'écrit plus new rectangle ou new circle, mais on écrit shapefactory.getShape de circle. Donc, on n'a pas du tout respecté l'intention de la fabrique initiale qui était de déléguer à quelqu'un la création de la bonne forme. Donc, c'est pas du tout dans cette idée-là et dans cette optique-là qu'il faut utiliser une fabrique. Donc, une fabrique correcte, ça serait dans cette idée-là de faire fabriquer des formes géométriques, eh bien, une fabrique qui se dit, moi, ce que je travaille, c'est des rectangles, des triangles, des carrés, des cercles, mais j'ai une fabrique pour le faire en JavaFX, j'ai une fabrique pour le faire en Swing, j'ai une fabrique pour le faire en HTML Canvas. Tout ça, c'est ce qui me permettrait de fabriquer donc des familles de produits. Puis c'est ce qu'on verra dans le patron suivant, Abstract Factory, qui est une généralisation de la fabrique. Donc classiquement, si vous avez besoin de fabriquer des objets, ne faites pas des fabriques qui prennent des strings en paramètres, et surtout demandez-vous, quand vous définissez et appliquez votre patron fabrique, est-ce que je ne suis pas simplement en train de cacher un new dans l'appel à la fabrique? Est-ce que c'est vraiment ça est-ce que je suis vraiment dans une situation où j'ai besoin de découpler la création de l'objet de l'instanciation du vrai type concret et que je ne peux pas prendre la décision au moment où j'ai besoin de faire cet appel-là. D'accord? Que je dois déléguer cette décision à quelqu'un qui prend la responsabilité de construire l'objet à ma place. Les conséquences, c'est ce que je disais, le fait qu'on n'a plus des new partout, la fabrication n'est pas adhérente aux classes. On est en lien avec le patron création et invention pure aussi un peu, parce que la fabrique est très souvent une invention pure. Et ça nous donne beaucoup de flexibilité dans les interfaces des objets construits, parce qu'on est tout à fait capable de fabriquer tous les objets qu'on veut à travers les fabriques qui correspondent. Où est-ce qu'on rencontre ça dans la vraie vie? Dans le JDK, vous le retombez dedans plein de fois. En fait, très souvent, quand vous avez des API qui utilisent getInstance et valueOf, c'est souvent rattaché au singleton, mais vous avez aussi des instances et des parties du JDK qui reposent sur des factories là-dessus. Typiquement, on retrouve ça dans les quadriciels, pas mal dans les quadriciels réseau. Quand vous construisez la connexion à un système distant, eh bien, en fait, vous avez simplement un truc qui dit donne-moi une connexion, et c'est vos fichiers de configuration qui vont vérifier si c'est du TCP, à quelle URL il faut se connecter, sur quel port, quel est
le DNS du serveur ou l'adresse IP à utiliser. Tout ça, en fait, c'est caché via une factory. Et c'est aussi pas mal utilisé dans les approches de génération de code, où on va avoir une interface qui définit plusieurs implémentations possibles. Je suis en train de générer du code pour architecture ARM, ou pour architecture Intel, ou pour architecture whatever. Et bien ça, on va utiliser une fabrique pour nous donner les bons éléments qui correspondent à la cible qu'on est en train pour laquelle on est en train de générer. On arrive maintenant à au dernier patron créationnel qu'on va travailler dans le cadre du cours, qui est la fabrique abstraite. L'objectif de la fabrique abstraite, c'est de généraliser la notion de factory. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que la fabrique, donc qu'on voyait précédemment, était faite pour fabriquer un objet. On a vu que quand on était sur square, circle et ainsi de suite, ça marchait pas bien. C'est-à-dire que c'était pas comme ça qu'il fallait le faire, ça cassait l'intention même du patron. Eh bien, Abstract Factory, son objectif, c'est vraiment de faire ça, non plus à l'échelle d'un objet, mais à l'échelle d'une famille d'objets. On cherche à garantir la consistance de familles de systèmes. Donc, c'est des éléments qui sont proches, mais différents en même temps. Typiquement, je suis en train de fabriquer une interface graphique, c'est mon exemple, et cette interface graphique, que je sois sur Ubuntu, KDE, ou sur Windows, ou sur Mac, j'ai toujours des boutons, d'accord? J'ai toujours le bouton pour fermer, le bouton pour minimiser, le bouton pour agrandir. Sauf qu'ils ne sont pas au même endroit, c'est pas les mêmes plateformes, c'est pas les mêmes composants qui permettent de le faire, mais moi, d'un point de vue abstraction, dans mon application, je veux juste un bouton qui permet de fermer l'application. Ok? Donc, l'intention qu'on a avec cette Abstract Factory, c'est non plus de créer un seul objet, mais de créer une famille d'objets, de gérer des fenêtres, dans notre cas. Et de ne pas se coupler avec les implémentations réelles. On va toujours demander à la fabrique, donne-moi le bouton de fermeture, donne-moi le bouton de maximisation, donne-moi le bouton de minimisation, et c'est plus moi qui vais dire, ah, je suis sous Windows, alors je vais fabriquer tel type de bouton, je suis sous Linux, alors je vais fabriquer tel type de bouton. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à gérer une multitude de produits cohérents pour faire en sorte que j'ai pas dans mon application un bouton Windows et puis un formulaire Android, par exemple. Ça serait bizarre et ça serait même pas exécutable à la fin. Comment ça se représente? Eh bien, typiquement, là, je vous ai mixé donc le patron et puis une instantiation du patron, parce que c'est plus facile de le représenter comme ça. On imagine qu'on a une fabrique pour fabriquer des éléments qui sont iOS, par exemple, et puis une fabrique pour fabriquer des éléments qui sont Android, pour fabriquer des applications mobiles. Donc, on a notre fabrique abstraite d'interface graphique, qu'on va pouvoir réaliser une fois pour faire de l'iOS et une fois pour faire de l'Android. Et en fait, on va avoir à côté, comme on l'a vu, hein, une factory, ça sert à fabriquer un type de produit. Donc là, on se retrouve à travailler avec un ensemble de types de produits. En l'occurrence, à gauche des boutons et puis à droite des fenêtres. On va avoir à gauche les boutons iOS ou Android. Et puis à droite, les fenêtres iOS ou Android. Fait qu'en faisant ça, quand je fabrique mon application, moi, j'ai plus qu'à utiliser l'interface du type de la fabrique d'interface graphique. Donc on sait fabriquer des product A, donc des boutons, et des product B, donc des fenêtres. Et puis si je me retrouve à devoir fabriquer une application pour iOS, je vais utiliser cette factory concrète qui va fabriquer des boutons pour iOS et des fenêtres pour iOS, et je n'aurai absolument aucun autre moyen de fabriquer d'autres boutons ou d'autres fenêtres. Donc je ne pourrais pas mélanger des boutons iOS avec des fenêtres Android, ça n'aurait pas de sens, ça serait même pas possible en fait, la conception m'empêcherait de le faire. Et pareil pour Android, si j'utilise cette factory concrète, cette concrete factory là, eh bien, je vais fabriquer des boutons Android ou des fenêtres Android. Et uniquement celle-là. Et j'ai bien l'homogénéité, c'est-à-dire que moi, je demande juste fabrique-moi un bouton, fabrique-moi une fenêtre, et c'est la fabrique abstraite qui est là, qui va prendre la décision de bien faire un bouton iOS ou un bouton Android. Les conséquences de l'utilisation de ce patron sont qu'en fait, on va s'isoler complètement des classes concrètes, on bascule tout à l'intérieur de ces abstract factory qui représentent la famille de ce qu'on sait faire, et ça nous permet de changer de famille de produits très facilement. Si maintenant je veux plus faire de l'iOS mais de l'Android, eh bien il me suffit d'utiliser la fabrique qui fabrique des éléments Android, et je n'ai que ça à changer dans mon code, juste à utiliser une nouvelle fabrique. Le gros avantage de raisonner à l'échelle de la famille, c'est que la fabrique, elle va être l'abstract factory, elle va nous donner des produits cohérents. C'est-à-dire que comme on ne peut faire des new que à travers elle, si la fabrique est cohérente, toute son utilisation est cohérente par construction.
Un des gros désavantages par contre, parce qu'on ne gagne pas à tous les coups, en faisant ça, en ayant cette décomposition-là, vous voyez, en ayant tous les produits qui sont à part, eh bien, si je veux rajouter une nouvelle famille de produits, ça veut dire qu'il faut que j'aille modifier chacune des hiérarchies qui gèrent chacun des produits différents. Je vais rajouter maintenant des fenêtres .NET, eh bien, il faut que j'aille, enfin, une famille .NET, il faut que j'aille modifier la famille de produits boutons pour lui rajouter ce que c'est qu'un bouton .NET. Il faut que j'aille rajouter modifier la famille de produits euh, fenêtre pour rajouter ce que c'est qu'une fenêtre .NET. Donc, c'est pas des modifications si gravissimes que ça, parce que c'est des modifications par extension, mais on imagine que ces modifications sont très transverses et vont aller toucher à plein de packages différents. Où est-ce qu'on va rencontrer ce patron dans la vraie vie? Typiquement, dès qu'on fait du multiplateforme, c'est vraiment important quand on... Bah là, je vous ai donné l'exemple iOS, Android, mais il y a plein de situations dans lesquelles on vise du code Java ou du code .NET ou du code Python ou ce genre de choses. Eh bien ça, c'est très souvent géré au niveau d'une abstraction qui est bah, la famille de tout ce que je sais faire, instancié pour Java, instancié pour Python, instancié pour .NET, et ainsi de suite. Donc, dans les approches génération de code, c'est très très classique de tomber là-dessus. On retombe aussi là-dessus assez facilement dès qu'on doit traiter des collections uniformes, parce qu'on va simplement demander à une fabrique de nous donner des éléments de la collection, et c'est elle qui va gérer la cohérence, qu'on n'est pas en train de mélanger des listes avec des sets, avec des hashmaps par exemple. Voilà qui conclut ce tour d'exploration des patrons créationnels. On les a simplement survolés, hein. Maintenant, toute votre expertise et votre expérience va se faire dans l'application de ces choses-là, donc la reconnaissance de ces situations dans lesquelles les patrons pourraient vous aider. Encore une fois, je réinsiste, faites attention à la notion de fabrique, elle est souvent utilisée à tort et à travers, et plus à tort qu'à travers. Donc, faites attention à ça. On est passé sur les patrons créationnels aujourd'hui. Revenez dessus. Quand vous tombez sur une situation où vous avez potentiellement un problème de new, donc c'est relié à Grasp et au patron de création, hein, dans l'absolu, c'est-à-dire créer les objets c'est compliqué, eh bien vous pouvez repasser sur les différents patrons de création pour vous demander, ok, peut-être que je suis dans cette situation-là. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et puis à bientôt pour la suite.